Bonjour à tous, bienvenue sur le site de Balade Parisienne. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration du musée des arts décoratifs. Au programme, les 23 salles illustrant les productions des XVIIe et XVIIIe siècles. Nous verrons du mobilier, des tableaux, de l'orfèvrerie, de la vaisselle et bien d'autres choses. Le département des XVIIe et XVIIIe siècles regroupe des œuvres à vocation encyclopédique. Comptant aujourd'hui près de 20 000 œuvres, celle-ci offre un panorama quasi complet des arts décoratifs de l'époque. Céramique, boiserie, mobilier, peinture, sculpture, pièces d'orfèvrerie, bronze d'applique, ferronnerie, serrurerie, médailles, objets en cuir, tapis, tapisseries, armes, pièces d'horlogerie, luminaires, instruments de musique, instruments scientifiques, objets de dinanderie et objets dits de vertu témoignent de l'inlassable création des artisans à une période charnière qui voit se creuser la distinction entre l'artiste et l'artisan. Environ 1500 œuvres sont présentées dans les galeries où sont reconstituées quelques scènes d'époque. La première salle présente le vocabulaire architectural du XVIIe siècle. Au tournant des XVIe et XVIIe siècles, les motifs architecturaux définissent un nouveau vocabulaire ornemental qui s'impose à une époque charnière où apparaît l'ébénisterie. Les cabinets et les armoires constituent les exemples les plus frappants de cette tendance, notamment en Europe du Nord, aux Pays-Bas et en Allemagne. Alors, les foyers les plus innovants d'un point de vue technique et formel. C'est autour de ce thème que sont réunis armoires et cabinets allemands, flamands et français. Une armoire alsacienne, chef-d'œuvre de maîtrise de Strasbourg du début du XVIIIe siècle, dite armoire aux 7 colonnes, marque le point ultime de cette tendance. Le bâti en chêne est recouvert d'un plaquage en noyer, agrémenté de cuivre et de bronze. Cette armoire à 2 corps fut réalisée par Württemberg vers 1620. Le bâti est en bois résineux et recouvert de plaquages en noyer, cormier, érable, frêne et bois fruitier. Cette armoire à 2 corps est un meuble hollandais datant de 1620. Le bâti est en chêne, les éléments de coulissage sont en orme, tandis que le plaquage est en chêne des marais, en prunier, en palissandre, en ébène, en noyer et en peuplier. La partie du bas est ornée de colonnes à chapiteaux corinthiens, les bases sont décorées de têtes d'anges. Dans la partie haute, des consoles supportent des bustes de personnages illustrant les 5 sens. Les paysages d'architecture de François de Nomée et de Paul Vredeman de Vry sont confrontés aux meubles et objets montrant la diffusion des projets d'architectes, de peintres et d'ornemanistes. La rencontre de Sainte-Anne et Saint-Joachim à la Porte Dorée est une œuvre de François de Nomée datée de 1624. Né à Metz, François de Nomée fit toute sa carrière à Naples, où il se spécialisait dans ces paysages de ruines, mêlant monuments antiques et édifices gothiques. Ces caprices architecturaux, aux ambiances crépusculaires, servent de décor à des scènes religieuses. Nous voyons ici un autre tableau de François de Nomée, Saint-Pierre et Saint-Paul sur le Forum, daté de 1620 et 1630. Durant ses années d'apprentissage à Rome, le peintre s'est familiarisé avec l'architecture antique, tout en côtoyant le cercle flamand des peintres de ruines. Il est également inspiré par le foisonnement architectural de Naples. Au premier plan, des personnages sont vêtus à la mode de la fin du XVIe siècle avec pourpoint et large col, tandis qu'au second plan, à gauche, Saint-Pierre et Saint-Paul portent des vêtements plus conformes aux représentations traditionnelles des sujets bibliques. Si la présence discrète des apôtres en fait une scène religieuse, le sujet véritable du tableau est la ruine. Salomon et la reine de Saba ainsi que le jugement de Salomon sont 2 œuvres de Paulus Vredeman de Vry, datées de 1600-1610. Le peintre est le plus important représentant d'un nouveau genre de paysage architectural apparu dans le milieu novateur de la cour de l'empereur Rodolphe II à Prague. Des façades de palais rêvées, s'inspirant de l'architecture de son époque, s'ordonnent selon les lignes de fuite d'une composition géométrique rigoureuse qui manifeste sa science de la perspective. Son père, Hans, lui-même peintre, est l'auteur de traités d'architecture abondamment illustrés. Comme souvent dans les tableaux d'architecture, les figures sont réalisées par un autre peintre. Ici, Adrian van Nieuwland, qui représenta 2 épisodes de la sagesse du roi Salomon.
Banquet dans un intérieur de palais de Paul Vredeman de Vries, date de 1650. Cette vue d'intérieur semble révéler ce que cachent les façades des palais des deux grands tableaux d'architecture vus précédemment. Des porcelaines chinoises, en bleu et blanc, témoignent de l'importance du commerce avec l'Asie depuis la fondation de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales en 1603. À l'opposé de cette tendance, la présentation d'un cadre auriculaire du milieu du XVIIe siècle vient rappeler que d'autres recherches ornementales sont poursuivies à l'époque. La boiserie est décorée de feuilles de chêne, de rinceaux et de bustes de sirènes. La peinture s'intéresse aussi aux scènes de genre, comme en témoigne cette réunion de musiciens attribuée à Théodore van Tulden, datée vers 1650-1660. Le peintre, inspiré du travail du Caravage, a représenté un violoniste assis sur une chaise au dossier droit garni de cuir clouté, dont le modèle a été diffusé dans toute l'Europe. La salle suivante est dédiée aux acanthes et aux rinceaux. Le développement de l'ébénisterie parisienne et la sophistication des techniques de marqueterie dans la seconde moitié du XVIIe siècle correspondent au succès de motifs ornementaux floraux, rinceaux, acanthes, bouquets de fleurs, etc. Les techniques de marqueterie se diversifient, élément par élément, par superposition, tout comme les matériaux, bois exotiques, métaux, écailles, ivoire, cornes, etc. Une cassette sur son piétement, attribuée à l'ébéniste du roi Pierre Gaulle, constitue un fascinant répertoire de ces techniques, matériaux et décors. Conçue pour être mobile, cette cassette repose sur 4 petits pieds toupies en ivoire. Son décor de marqueterie se développe sur le couvercle et les 4 côtés. Cet ensemble est un rare témoin d'un type de meuble qui connut une certaine faveur au milieu du XVIIe siècle. Au rinceau d'un cabinet en armoire et d'un bureau à gradins en marqueterie d'étain et amarante répondent ceux en marqueterie de bois des îles d'un grand cabinet où ils sont intégrés dans des compositions naturalistes de bouquets de fleurs dans des vases. Observons maintenant la salle des arabesques et des grotesques. À l'instigation notamment de Jean Bérin, reviennent à la mode l'arabesque et le grotesque, issus du monde romain, révélés à la fin du XVe siècle par la découverte de la Domus aurea, et alors transcrite dans le vocabulaire de la Renaissance par Raphaël, puis en France par Jacques Androuet du Cerceau. Bérin, dessinateur de la chambre du roi et donc ordonnateur des décors des fêtes de Louis XIV, insuffle à ces motifs un esprit nouveau. Ils furent transcrits en marqueterie ou en faïence, dans le bronze ou dans la tapisserie. En voici quelques illustrations. Une armoire à marqueterie d'écailles et laiton attribuée à Nicolas Sajot. Les surfaces de cette grande armoire de type boule sont recouvertes d'une marqueterie de cuivre et d'écailles dessinant des motifs d'arabesques et de rinceaux élégants. En rénovant les thèmes de la grotesque, Jean Bérin remet à la mode les lignes sinueuses, les galbes, les courbes. On ne cherche plus ces modèles à Versailles, mais dans les salons parisiens qui cultivent le goût du confort, de l'intime. Ce miroir en verre églomisé à décor or sur fond de laque rouge date du début du XVIIIe siècle. Nous pouvons également y observer un couvercle de clavecin double illustrant une allégorie de la musique ornée de grotesques. La salle suivante présente des exemples de décors à la Bérin du premier tiers du XVIIIe siècle. Ce type d'ornement évolue vers des compositions plus aérées et plus fluides. 2 vitrines présentent une sélection de pièces de diverses techniques. Le plafond provient de l'hôtel de Verrue, peint par Claude III Andran vers 1720. Ce plafond ovale datant de la Régence a appartenu à l'hôtel de la comtesse de Verrue. Le décor est voué au thème de la singerie. Singe musicien au plafond et singe chasseur à la corniche qui s'insère au milieu d'entrelacs fleuris. Passons maintenant aux ornés, sculptés et vitrines de verre. Dans la première moitié du XVIIIe siècle, la sculpture décorative s'impose dans la décoration intérieure. À Gênes, les parodies lui avaient insufflé l'élan baroque des œuvres du Bernin, dont témoigne la série des 4 saisons. Le sculpteur Filippo Parodi enrichit le mobilier par l'apport de la sculpture. Ces 4 figures devaient orner une galerie dans un palais patricien et évoquent par leur couleur un matériau plus noble comme le bronze patiné et doré. Pourtant, ici, les statues sont en bois, peints en noir et doré. Les socles imitent le marbre et le porphyre. 2 meubles révèlent l'importance de la sculpture ornementale en France, associant dans leur décor sculpté des animaux chimériques et des visages.
Le buffet, dont la forme est dérivée de l'armoire à 2 corps, s'en distingue par la différence de hauteur entre un corps inférieur à hauteur d'appui, dont le plateau est débordant, et un corps supérieur plus développé. Réservé aux salles à manger, il est réalisé en chêne massif pour plus de solidité. Ici, le travail de menuisier s'efface devant celui du sculpteur. Non seulement destiné à renfermer la vaisselle la plus précieuse, le buffet permettait également de la mettre en valeur en laissant les portes ouvertes tel un écrin. Les tablettes intérieures présentent une découpe galbée en façade afin de maintenir les piles d'assiettes. Ce rôle d'ostentation avait conduit les menuisiers à inventer un système d'ouverture des portes à double brisure spécifique à ce type de meuble, permettant de replier les battants en position ouverte sur les côtés du meuble. Le buffet du MAD ne présente pas, hélas, cette disposition. Ce dernier était surtout admiré pour sa décoration. Celle-ci encadre le monogramme du commanditaire qui figure au centre des vantaux supérieurs dans des cartouches rocailles. Les bustes en relief de Minerve et de Diane, entourés de leurs attributs spécifiques, sont associés à des trophées évoquant les sciences et la chasse. Au sommet du centre de la corniche se trouve une tête de personnage de la Commedia dell'arte, peut-être Arlequin avec sa coiffe empanachée. Les palmiers et les dragons qui ornent les pans coupés du meuble sont propres à l'univers décoratif des premières décennies du XVIIIe siècle. Une sélection de consoles murales et de bordures de cadres marque le triomphe du bois doré. Le portrait d'Octave Alexandre de Nédoncelle en chasseur par Jean-Baptiste Oudry, daté de 1713, montre bien l'usage du bois doré. Bernard Perrault domine l'histoire de la verrerie française au XVIIe siècle. Cet élément, surtout de table en forme de dauphin, est une des œuvres de Perrault et date de la fin du XVIIe siècle. Il s'agit d'un verre soufflé moulé et modelé à chaud. La production des figurines en émail travaillées à la lampe est traditionnellement dénommée verre filet de Nevers. Ici, nous avons un Marc-Antoine, une faïence moulée à décor polychrome de grand feu à la palette. Véritable petite sculpture de verre, ces 4 personnages forment un ensemble allégorique représentant les 4 saisons. Suivant une convention, l'hiver apparaît comme un personnage âgé, voûté, barbu et chaudement couvert, alors que les 3 autres saisons, jeunes et en tunique courte, ne se différencient que par leur pose et leurs attributs. Fleurs du printemps, épis de l'été et raisins de l'automne. Ce groupe est typique de l'artisanat des émailleurs à la lampe, attesté à Nevers dès le XVIIe siècle, bien que notre groupe date du siècle suivant. L'émailleur ne fabrique pas et ne colore pas lui-même le verre. Il utilise pour cela des baguettes d'émail. Le cabinet d'amateurs fait honneur à la passion horlogère de M. Michel Leclerc. Cette collection comprend 33 pendules rassemblées entre 1979 et 2010, réunissant des pièces allant de la fin du XVIIe siècle aux premières décennies du XIXe siècle. La pendule à poser Phèdre tentant de séduire Hippolyte fut réalisée par l'horloger Drouot, l'émailleur Georges-Adrien Merlet et le sculpteur bronzier Pierre-Philippe Thomire. Elle date de 1793. La scène représente Phèdre, fille de Minos et de Pasiphae, tentant de séduire son beau-fils Hippolyte. Ce sujet est tiré de l'œuvre d'Euripide, auteur grec. Cartel réalisé par l'horloger Jean Dupré et datant de 1765. À la base de la pendule, le mascaron, couronné de rayons, rappelle un motif abondamment utilisé par les bronziers sous le règne de Louis XIV, en particulier chez André Charles Boulle. C'est une manière pour l'horloger de proclamer son attachement au XVIIe siècle. Ce cartel au chinois date de 1745. L'ouverture sous le cadran permet d'observer le mouvement de la lentille, extrémité en forme de disque du balancier. Avec son petit chinois au sommet, ce cartel montre le goût pour la chinoiserie qui s'empara des arts décoratifs au XVIIIe siècle. Cette pendule à poser est l'œuvre de l'horloger Jacques Ory et date de 1695-1700. Le bas-relief en façade représente Janus, dieu des portes, dont les 2 visages symbolisent le passé et le futur. Il tient une clé symbolisant l'ouverture des portes et un serpent se mordant la queue, un ouroboros, allusion au cycle de la vie. Je m'arrête là pour cette présentation, mais je vous invite à aller voir toutes les autres pendules, plus intéressantes les unes que les autres. Dans la salle géométrie des frisages, nous observerons essentiellement du mobilier.
À travers des exemples de meubles d'ébénisterie parisiens, sont évoquées les différentes techniques de frisage utilisées au XVIIIe siècle et les compositions variées obtenues uniquement en jouant sur les fils du bois. Les différents meubles, commodes, petites armoires, secrétaires, sont exposés sur des étagères. Admirez une grande armoire attribuée à Poitou, où le frisage de bois de violette en aile de papillon sert de fond à une ornementation de bronze doré. Cette grande armoire, longtemps attribuée à l'ébéniste Charles Crescent, est en fait une œuvre sortie de l'atelier de Joseph Poitou. Par contre, les bronzes qui ornent les 4 panneaux de l'armoire sont bien l'œuvre de Crescent. Ceux-ci forment une composition d'arabesques ou de jeunes enfants, symbolisant l'astronomie et la poésie, répétées 2 fois, sont placés sous une sorte de pavillon sommé d'un dé orné de lambrequins. Le décor de bronze est mis en valeur par le frisage de bois de violette. Sur les vantaux, le motif géométrique combine 2 dispositions. Une disposition en diagonale, dite en losange, encadre un motif central en rosace ou cœur, obtenu à partir de plaquages débités non pas dans le fil du bois, mais en oblique et sur lequel se détache le motif de bronze doré. Cette commode régence, destinée à une chambre de parade, est extraordinaire. Sa taille imposante en fait la plus grande commode du XVIIIe siècle français. Elle mesure près de 3 mètres de long. Son plateau de marbre de Rance, d'une seule pièce, est à lui seul un tour de force. Sa découpe moulurée suit le mouvement en arbalète de la façade. Le meuble ne repose que sur 4 pieds, campés dans des sabots de bronze dotés à pattes d'ours, dont les griffes s'étalent sur le sol. Le bâti de la commode comporte 4 tiroirs répartis sur 2 rangs, séparés par un trumeau central et encadrés aux 2 extrémités des 2 petites armoires d'encoignure ouvrant à un battant. Dans la salle sont également présentées quelques pièces en porcelaine issues de la manufacture de Saint-Cloud. François Desportes a connu un succès considérable comme peintre de nature morte, où il reproduisait les plus célèbres pièces d'orfèvrerie créées par ses contemporains. Il y joignait souvent, présentés sur des buffets, des porcelaines orientales et des vases de fleurs, comme en témoigne cette niche avec gibier et pièces d'orfèvrerie. Les 2 sucriers portés par des pieds de biche rappellent ceux du service des petits cabinets du roi, réalisés de 1735 à 1737 par Claude de Balin, alors que la terrine évoque l'œuvre de Thomas Germain. Le surtout en argent est proche de celui livré par Nicolas Besnier à Louis XV en 1719. Le plateau d'écueil en or faisait partie de la vaisselle d'or du roi, livrée en 1731 par Thomas Germain. Pénétrons maintenant dans le cabinet doré de l'hôtel de Rochegude à Avignon, datant de 1720. Ce cabinet provient, comme son nom l'indique, de l'hôtel de Rochegude à Avignon. La demeure avait été achetée par cette famille en 1730, mais c'est le propriétaire précédent, André de Païs-Desouards, qui avait commandé à l'architecte et sculpteur parisien Thomas Lenné la réalisation de ce décor. Le cabinet se compose de panneaux de noyer, d'assemblages sommaires, de pentures et de dorures posées sans préparation. Les sols de l'hôtel étaient couverts de tommettes en terre cuite. Cette salle est consacrée à la présentation de textiles et de cuir à travers les tentures et les garnitures. Elle est une des rares pièces sans accès à la lumière naturelle. À travers une sélection de tapisseries, textiles d'ameublement, sièges garnis, la pièce évoque les différents emplois du textile dans le décor intérieur, les techniques de tissage et les matériaux employés. Nous pouvons y voir un fauteuil de malade à crémaillère du début du XVIIIe siècle ayant conservé sa garniture couverte de cuir. Ce fauteuil est équipé de 3 roues crantées mues grâce à 2 manivelles à crémaillère. Le dossier est inclinable grâce à 2 compas à crémaillère. À l'avant, un repose-pied et un plateau pouvaient être fixés. Ce fauteuil présente une garniture à carreaux, c'est-à-dire possédant un coussin mobile. Observons ce panneau de tenture de cuir estampé réalisé à Venise vers 1600. L'usage de tendre les murs d'une pièce avec du cuir s'est développé à l'époque médiévale en Andalousie, à Cordoue, avant de gagner toute l'Espagne au XVIe siècle, puis le reste de l'Europe. Les peaux de veau, de mouton et parfois de chèvre sont taillées en carreaux cousus entre eux. Ici, 3 modèles de carreaux sont combinés. Carreaux centraux à décor de vase,
carreaux de bordure verticale à décor de candélabre et carreaux de bordure horizontale à décor de balustre. Le cuir est recouvert de feuilles d'argent, puis d'un vernis jaune pour imiter la dorure. Le décor, en léger relief, est imprimé sur la surface à l'aide de planches. Cette salle rocaille montre comment cet ornement est apparu et s'est développé jusqu'à transformer la structure même des objets. Les pièces exposées furent créées entre 1730 et 1770. La spontanéité d'une inspiration libérée de toute règle formelle est montrée par des meubles sculptés, alors que l'extrême sophistication des compositions est révélée par des pièces d'orfèvrerie et de céramique. Ce canapé à châssis a figuré parmi les achats du prince Louis-René de Rohan à Paris pour meubler le Palais Par à Vienne, qu'il a occupé lors de son ambassade auprès de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche de 1772 à 1774. Le meuble fut réalisé par Nicolas Heurtaud vers 1753. Le dessin est proche du travail de l'ormaniste Nicolas Pineau. La diffusion de la rocaille à l'étranger est évoquée à travers une commode vénitienne. À Venise, les modèles rocailles français sont interprétés au milieu du siècle avec originalité. Le galbe, plus accentué, presque boursouflé, de la commode cache à la partie supérieure un plateau formant écritoire et dans les flancs deux petites armoires d'encoignure. L'ornementation en relief est ici traitée en bois sculpté et doré. Au décor inspiré de l'Extrême-Orient sur des fonds sombres succèdent au milieu du XVIIIe siècle des décors éclatants sur fond vert ou bleu, réalisés suivant la technique de vernis appelée la laca et couverts de fleurs en bouquets ou en guirlandes. La conception traditionnelle du candélabre est ici complètement transformée par la recherche de dynamisme et de contraste. Partant de la base asymétrique, un mouvement en spirale enveloppe l'objet, accentué par l'opposition entre éléments ascendants et descendants. Allusion au monde nocturne, parmi les ornements floraux du fût, un papillon de nuit paraît s'approcher de la flamme qui va le consumer. Ce chandelier est composé de 3 éléments qui s'emboîtent les uns dans les autres, permettant de modifier l'intensité de l'éclairage. Un grand flambeau destiné à recevoir une chandelle constitue l'élément principal. Venant s'adapter sur le binet, une girandole composée de 3 branches permet de transformer le flambeau en un candélabre à 3 lumières. À la jonction des bras, un 4e binet, caché par un bouchon en forme de rocaille, porte le nombre total de chandelles à 4. Le candélabre porte, sous une couronne de duc, le cimier des armes d'Éveline Pierrepont, duc de Kingston, entouré de la devise de l'ordre de la Jarretière. Le jeune duc avait commandé en 1733 un service de table, dont ce candélabre, à l'orfèvre et ornemaniste français Juste Aurel Meissonnier. Cette peinture en grisaille est typique du goût de l'époque rocaille pour ses œuvres d'une facture spontanée. Témoignage du feu de l'invention de l'artiste, ces esquisses sont collectionnées pour elles-mêmes, bien qu'elles restent souvent un outil dans le parcours de création. François Boucher prépare ici la composition d'un carton de tapisserie, celui de la suite des Amours des dieux, tissé en 1757. Ici, nous voyons les forges de Vulcain, ou Vulcain présentant à Vénus des armes pour Énée. Certaines de ces esquisses ne sont pas destinées à être transcrites en polychromie et constituent plus librement une œuvre en soi, comme L'amour introduisant Psyché dans l'Olympe, ou encore La prédication de saint Jean-Baptiste. Les dessins de François Boucher sont accompagnés de 2 œuvres italiennes. L'apothéose d'un guerrier par Giambattista Tiepolo, réalisé vers 1745, et Scène de la vie monastique, le pique-nique des franciscains par Alessandro Magnasco, peint vers 1720-1730. Magnasco subit l'influence de Bruegel, Ténier, Salvador Rosa et Jacques Callot. Ces 2 derniers lui donnèrent le goût de ces petites figures pétillantes de vie qui sont à la base de sa peinture. La chinoiserie est évoquée à travers une sélection de meubles et objets provenant de différents pays d'Europe, présentés dans un écrin tapissé de panneaux de laque provenant du cabinet de laque de l'hôtel du Châtelet à Paris. Ces 9 panneaux de laque de Chine furent réalisés par Mathurin Cherpitel en 1771 pour le comte Florent du Châtelet. Sa mère, Émilie, avait une passion pour la chinoiserie et vivait entourée de magots.
La chinoiserie, dont le goût est en train de passer de mode, se fait ici sérieuse pour se mettre au ton ambiant du néoclassicisme qui transparaît ici dans les encadrements stricts en bois de rose et palissandre. Nous pouvons y voir différents meubles comme une commode attribuée à des moulins en vernis martin, une petite commode du bois en vernis martin à fond rouge, un secrétaire en pente en vernis martin bleu de Madame de Pompadour. Les meubles en vernis façon du Japon à fond bleu furent à la mode au milieu du XVIIIe siècle. Le décor en relief de l'abattant du petit secrétaire en pente reproduit un précieux panneau de lac du Japon provenant d'un cabinet de la fin du XVIIe siècle. Ce petit bureau de vernis bleu est l'un des rares meubles identifiés provenant du château de Bellevue, résidence de Madame de Pompadour. Contrairement à la passion pour les lacs à fond noir qui ne se démentit jamais, le goût pour les meubles et objets de vernis bleu ou vert en relief fut de courte durée. Au premier plan, nous remarquons un cabinet formant vitrine réalisé par l'ébéniste Pierre Garnier vers 1761. Devant le paravent, nous avons 3 vases potiches provenant de la manufacture à Grec de Delft, aux Pays-Bas et datant du début du XVIIIe siècle. Ces vases devaient former la partie centrale d'une garniture de 5 pièces, composée également de vases en forme cornet et bouteille. Leurs silhouettes imposantes, à la panse renflée, sont inspirées des potiches chinoises du XVIe siècle de la dynastie des Ming. Si le décor est également inspiré des pièces chinoises, la polychromie limitée à 3 couleurs, quant à elle, est une interprétation originale de porcelaine japonaise, Kakiemon et Imari. Contemporaine. La création de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales en 1602 entraîna l'arrivée massive de porcelaine chinoise en Hollande et un engouement sans précédent pour celle-ci. Caractéristique des petits objets de la Chine qui garnissaient les intérieurs à la mode du milieu du XVIIIe siècle, ce baromètre-thermomètre constitue un exemple des objets que l'on pouvait se procurer à Paris auprès des marchands merciers. Monté en bronze, doré, il associe 2 matériaux chers aux Occidentaux depuis la découverte des productions venues d'Extrême-Orient, le lac et la porcelaine. Dans un petit édifice en forme de pagode s'abritent 2 Chinois qui, selon la nature du temps, sortaient à tour de rôle. Disposés sur une petite terrasse munie d'une languette, ils sont réalisés en cire, matière légère, permettant à la terrasse de se mouvoir aisément par un système de boyaux de char reliant celle-ci. Le boyau, extrêmement sensible aux variations climatiques, se rétractait ou bien se dilatait et assurait ainsi le mouvement des terrasses. Entre les 2 niches, un thermomètre indique la température. Une girouette en forme de pavillon surmonte la composition. Une grande vitrine permet d'observer l'influence de la chianoiserie sur la céramique. La salle suivante permet d'admirer une boiserie à la capucine et de la faïence originale. Provenant d'une salle à manger réalisée dans les années 1730 pour un hôtel particulier parisien, une très belle boiserie à la capucine, c'est-à-dire en chêne naturel au riche décor sculpté de liseron, sert d'écrin à une vitrine centrale où sont présentées des pièces liées au service de la table. Ces pièces en faïence et en porcelaine montrent en trompe-l'œil des animaux, des légumes et des fruits. Sur cette composition, nous avons des terrines en forme de tortue, de dindon, de courge ou d'anguille, ainsi qu'un légumier et plateau en forme de chou, ou encore des coins disposés dans un plat. Le cabinet des fables est une pièce vide, certes, mais possédant un décor somptueux. Cette boiserie fut réalisée pour l'ancien hôtel de Villemarais, place Vendôme, lors des réaménagements commandés par le fermier général François Balthazar d'Angers, qui en avait fait l'acquisition en 1750. Situé au premier étage, donnant sur la place, le boudoir de Madame d'Angers, pièce intime, plus basse de plafond que le reste de l'appartement, fut orné de scènes tirées des fables de La Fontaine, dans des encadrements discrètement sculptés de motifs rocailles au ton de rose soulignés de vert. La pièce fut radicalement restaurée après 1849, lorsque l'hôtel fut affecté au quartier général de la 1re division militaire, puis en 1870 au gouverneur militaire de Paris. La boiserie est alors en grande partie repeinte et les éléments sculptés sont dorés, conférant un caractère plus riche et plus austère à la pièce. Cette occupation par l'armée s'est poursuivie jusqu'à la désaffectation de l'hôtel en 1898, date de la dépose des boiseries. Celles-ci rentrent alors au musée des arts décoratifs et sont entièrement restaurées. Une vidéo visible dans la salle explique le procédé.
Les deux versions de décoration des panneaux sont visibles dans la salle. La salle suivante montre un retour aux sources classiques. À travers des meubles réalisés par des ébénistes parisiens de la fin du règne de Louis XV, Van der Creux, Tenay, Montigny, Garnier ou Leleu, la salle présente les premières manifestations du retour à l'antique dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Le secrétaire à cylindre apparaît au milieu du XVIIIe, d'abord couvert d'un cylindre à lamelles, comme sur les premiers modèles livrés par Jean-François Aubaine ou Pierre Garnier. La seconde phase, illustrée par cette pièce de François-Gaspard Tenay, est à cylindre brisé, c'est-à-dire que le cylindre est divisé en deux sections qui se replient partiellement à l'intérieur du casier arrière. Finalement, le modèle qui s'imposera est le cylindre en une pièce. Ce secrétaire montre l'assagissement des courbes rocailles dépouillées de leur contorsion et tirées à l'extrême en des lignes fluides soulignées par les encadrements de la marqueterie. Des bronzes d'applique de la fin du XVIIe siècle ou du début du XVIIIe siècle, issus des ateliers de Boulle ou de Cressan, furent alors remis à la mode et utilisés, comme en témoigne ce secrétaire à abattant réalisé par Philippe-Claude Montigny en 1766-1770. Le relief de bronze doré de l'abattant, représentant Danaé, est emprunté à Charles Cressan, alors que les autres bronzes sont dans l'esprit d'André-Charles Boulle. L'assise et le dossier de ce siège sont garnis d'un matériau exotique, la canne. Il s'agit de l'écorce du rotan, palmier linanoïde qui pousse dans les zones tropicales d'Asie du Sud-Est, dépecée en petites bandes de différentes largeurs. Ces bandes sont passées dans les trous ménagés dans le bâti du siège et entrecroisées pour former un fin treillis. Plus élégante que la paille ou le jonc, réservé au siège commun, la canne permettait d'obtenir des garnitures à la fois solides et légères à un coût bien moindre que les garnitures de tissu ou de cuir. Par sa fraîcheur et sa légèreté, ce type de siège était particulièrement adapté aux climats tropicaux. En Europe, il va trouver de nouveaux usages dans le mobilier de la salle à manger et de la garde-robe qui préfigure la salle de bain. Résistant à l'eau et aux taches, le canage fut apprécié pour le mobilier de toilette car son entretien était plus aisé que celui des garnitures couvertes d'étoffe ou de cuir. Toutefois, pour des raisons de confort, les manchettes des accoudoirs sont garnies de cuir. Le fauteuil de toilette, utilisé principalement pour la coiffure, est caractérisé par son échancrure ménagée en haut du dossier afin de faciliter la mise en place des perruques. Le menuisier a caché cette dépression du dossier sous la silhouette d'un cœur. Une vitrine permet d'observer un échantillon de porcelaine sorti de la manufacture de Sèvres. Le fond rose de ce vase pot-pourri fut pratiqué à Sèvres sur une très courte période, de 1757 à 1760, du fait de la difficulté et du coût à l'obtenir. Il est, sur les pièces les plus riches, associé à un vert profond en une combinaison particulièrement élégante. Côté tableau, nous pouvons admirer les restes du palais du pape Jules II par Hubert Robert, daté de 1770-1780. Paysage avec cascade par le même peintre et daté vers 1785, ou encore Scène de naufrage, daté de 1760-1770. Reprenant une tradition du XVIIe siècle, Claude-Joseph Vernet remit au goût du jour le paysage de marine et surtout sa version dramatique, la tempête. À l'opposé de la grâce rocaille, la violence expressive des sujets fit de Vernet un artiste emblématique de la nouvelle sensibilité soutenue par le cercle de Madame Geoffrin. Maintenant, pénétrons dans la salle étrusque. Autour du thème ornemental de l'arabesque à l'antique, cette salle propose une réflexion sur l'aménagement d'un décor intérieur moderne à la fin de l'Ancien Régime. La salle est divisée en deux ensembles. Au décor de panneaux peints, réalisation unique d'une peinture ornemaniste, répond le décor de papier peint, production d'un coût moins élevé. Trois éléments doivent retenir votre attention. Le bas d'armoire de Jean-Henri Raisonneur est caractéristique. La façade tripartite, traditionnelle depuis l'époque Régence, masque la véritable division du meuble dont les vantaux sont traités comme des éléments d'architecture. Le panneau central, trapézoïdal à montant incurvé, en léger ressaut, vient brocher sur un second panneau plaqué horizontalement de satiné et encadré d'une moulure d'amarante qu'il semble recouvrir partiellement. Des panneaux de satiné ornent chacun des côtés du meuble. Cet effet très subtil de plans successifs est renforcé par le traitement en trompe-l'œil de la marqueterie centrale.
Apparaissant dans un encadrement dont les filets sont posés suivant les ombres et se détachant sur un fond de sycomore, un bouquet de fleurs dans un vase de lapis garni de fleurs en couleur naturelle repose sur un piédestal dessiné. Ce bas d'armoire fut créé pour le garde-meuble royal dans les années 1775-1780. La frise d'entrelacs à la ceinture, comme les agrafes de bronze des pans coupés, ornées d'acanthes, complétées de culots feuillagés, apparaissent sur des meubles royaux dès cette époque. En revanche, les deux grandes chutes de branches de laurier traitées au naturel qui encadrent le panneau central, maintenu par un ruban doré, sont plus rares dans l'œuvre de Riesener. Autre chef-d'œuvre, la pendule réalisée par l'ornemaniste Jean Démosthène du Gourcq, le sculpteur Louis-Simon Boiseau, le bronzier Pierre-Philippe Thomire et l'horloger Robert Robin en 1788. Vêtus à l'antique de tuniques inspirées du chiton grec, deux vestales transportent sur un brancard un autel en porcelaine où brûle le feu sacré. Au pied de celui-ci sont posés une buire et une coupe à offrande en bronze doré. Sur la base de marbre, soutenue par 4 lionnes, une plaque de porcelaine décorée dans le goût pompéien de rinceaux et de grotesques polychromes et flanquée de 2 médaillons représentant Uranie, muse de l'astronomie, et Clio, muse de l'histoire. Réalisés à la manufacture de Sèvres, ces médaillons s'inspirent des créations de Wedgwood, manufacture anglaise. La Vestale, jeune prêtresse vouée au culte de Vesta, déesse du foyer, était chargée d'entretenir la flamme. L'utilisation de cette figure à des fins décoratives est révélatrice de la nouvelle vision de l'Antiquité qui s'impose à la fin du XVIIIe siècle, où le feu sacré est associé à la vertu et la Vestale au dévouement de la patrie. Cette pendule fut livrée en 1788 à la reine Marie-Antoinette et figura dans la salle de bain de son appartement au Palais des Tuileries. La vogue des pendules à sujet allégorique entraîna une diminution de la taille du cadran, habilement placé ici dans les plis de la draperie qui couvre le brancard. La forme étrusque de cette tasse fut créée en 1786 pour l'usage de la reine Marie-Antoinette à la laiterie de Rambouillet. Son dessin correspond au gobelet à anse étrusque suggéré par Jean-Jacques Lagrenet jeune, mais donné par le directeur de l'atelier de sculpture de la manufacture de Sèvres, Louis-Simon Boiseau. À partir de 6 grandes compositions décoratives d'Hubert Robert datant des années 1790, cette salle évoque le voyage. Ces compositions décoratives, qui faisaient partie d'une série de 7, ornaient le salon de l'hôtel du fermier général Antoine Chardon au village d'Auteuil, qu'il avait acheté en 1777. Aux monuments antiques, qui paraissent immuables, s'ajoute un pittoresque déjà romantique. Un manoir aux tourelles à pans de bois délabrés ou une ruine de fortification gothique. Hubert Robert a élaboré ce répertoire varié à partir de ses dessins de voyage en Italie et de ses études faites en Normandie ou en Provence. Vous pouvez admirer de gauche à droite pont sur un torrent, caprice architectural au troupeau de moutons, paysage aux 2 bûcherons sciant du bois, paysage à la balançoire, façade d'un palais aux lavandières et caprice architectural aux lavandières. Les meubles sont démontables ou pliables, comme ce secrétaire en acajou et acier. Le piétement d'acier de ce secrétaire se démonte afin de pouvoir ranger l'ensemble dans un coffre. La rigueur et la beauté de l'acajou et de l'acier suffisent à l'ornement de ce meuble dont l'attrait réside dans la perfection technique. Le parasol de cette table est muni d'une tablette pliante formant table à thé. L'ensemble se démonte pour se ranger dans un coffret. Réalisé par le tabletier, ébéniste et orfèvre Martin-Guillaume Biennet vers 1810, il suivait les escapades de la famille impériale. Nous pouvons également fouiller le nécessaire de voyage de la maréchale Bessières, réalisé par Martin-Guillaume Biennet et Marie-Joseph Genu, orfèvre, entre 1798 et 1809. Ce nécessaire de 62 pièces comprend un service à thé et à café, des couverts pour 2 personnes, un nécessaire de toilette, un nécessaire à couture et un nécessaire à écrire. Nous pouvons aussi nous tourner vers ce panier contenant le nécessaire pour un déjeuner en solitaire. Plateau, pot à café, pot à lait, sucrier, tasse avec secoupe et cuillère. Ce n'est pas tant la porcelaine qui est admirable que son ornementation. Vers 1750 apparut la mode des portraits en ombre ou portraits à la silhouette. Les manufactures de porcelaine remplacèrent les armoiries et monogrammes peints
par les portraits en silhouette des commanditaires. Ces silhouettes sont encadrées dans un médaillon ovale couronné d'un feston de roses, noué d'un ruban traité en or de 2 tons et travaillé au brunissoir. Une vingtaine de fauteuils et chaises permettent de suivre sur 2 niveaux l'évolution du siège en France au XVIIIe siècle dans sa morphologie et son ornementation, comme cette bergère à la reine réalisée en hêtre peint et doré vers 1780 et garnie de toile de Jouy. Ce fauteuil cabriolet daté vers 1780, armature en hêtre sculptée et dorée, ou encore ce fauteuil à la reine réalisé par maître Pierre Bernard vers 1775 en noyer sculpté et peint. En face se dresse une vitrine présentant l'évolution de la porcelaine tendre à la porcelaine dure. Une sélection de pièces de porcelaine présente le développement de cette production en France au XVIIIe siècle. La place d'honneur est réservée à la manufacture de Vincennes-Sèvres. Nous pouvons admirer cette fontaine en porcelaine tendre provenant de la manufacture de Villeroy-Ménecy, cet écu à la vigne et plateau à ornement en porcelaine tendre provenant de la manufacture de Vincennes. La salle présente l'évolution de l'emploi de l'acajou, ce bois exotique en menuiserie et en ébénisterie. D'abord réservé à l'usage de meubles précis, tel le mobilier réservé à la toilette ou au repas sous le règne de Louis XVI, l'acajou devient le bois noble par excellence. Sur ce tableau de la famille Gohain, peint par Louis-Léopold Boilly, daté de 1787, nous apercevons Louis Gohain, négociant en couleurs, assis devant un grand bureau cylindrique en acajou. À ses côtés, son épouse Catherine Boileau, petite nièce de l'homme de lettres Nicolas Boileau. À gauche, leur fille, Benjamine, tient par le bras son époux, Henri-Jean-Baptiste Bouquillard, qui a fait sa fortune aux Indes françaises, comme le symbolise le tableau qu'il désigne du doigt. Leur fille est au pied de sa grand-mère. À l'arrière-plan, le fils de la famille, Louis-Julien Gohain. Sur le mur perpendiculaire, nous pouvons remarquer 5 vues des jardins de Benfica par Jean Pignon daté de 1785. Lors de son second séjour au Portugal, à partir de 1780, l'artiste a représenté les jardins de la propriété de Visme à Benfica, aux portes de Lisbonne. D'origine hollandaise, Gérard de Visme avait bâti sa fortune sur le monopole de l'importation du fameux pau-brasil, le bois brésilien plus connu sous le nom de palissandre, utilisé avec prédilection dans la péninsule ibérique. Le palais avait été construit en 1760-1770 par Ignacio de Oliveira Bernardes, qui avait conçu 2 coupoles vitrées pour éclairer la chapelle et une salle de réception. Toutefois, ce sont les jardins ornés de plantes rares et exotiques qui ont rendu le lieu célèbre. Au-dessus des meubles se trouve la Récureuse par André Bouis, peinte vers 1737. Reçue en 1688 à l'Académie royale de peinture comme portraitiste, Bouis peignit également quelques scènes de genre, dont ce tableau présenté au salon de 1737. Le grand plat à ragoût et les jattes au premier plan témoignent des créations des orfèvres de la première moitié du XVIIIe siècle. Ce tableau annonce le thème de la salle suivante. Cette salle est consacrée à l'évolution du bronze doré et de l'orfèvrerie de la fin du XVIIe siècle à la fin du XVIIIe siècle. Vous pourrez y contempler des feux, des pendules, des cartels, des vases, des candélabres, des bras de lumière, des lustres, des robinets, selon un ordre chronologique et une thématique fonctionnelle. Visitons le salon Talleyrand en l'année 1790. Les boiseries de ce petit salon proviennent d'un immeuble situé 35 rue Joubert dans le 9e arrondissement. Ces panneaux en part close reproduisent un intérieur à la fin de l'Ancien Régime. Les portes sont traitées en faux bois de 2 tons sur lesquels se détache un décor en candélabre traité en trompe-l'œil. La cheminée en marbre rouge, griotte et bronze doré est un bel exemple de l'égyptomanie à la fin du XVIIIe siècle. Le mobilier mêle des éléments Louis XVI en bois peint et des meubles en acajou. Des instruments scientifiques complètent l'ensemble. Des tableaux, paysages ou scènes mythologiques constituent une véritable collection de peintures présentées sur la soirée de la tenture. Le génie du tombeau fut réalisé par Hubert Robert en 1795. Dans cette peinture allégorique, une jeune femme médite sur un sarcophage antique, tandis qu'un génie la survole. La pyramide de Cestius témoigne du goût du peintre pour les monuments de la Rome antique.
La femme de Darius, au pied d'Alexandre, est une œuvre de Gaspare Diziani. Diziani représenta plusieurs fois des scènes de la vie d'Alexandre le Grand. Drapé dans son manteau rouge, l'empereur est le vainqueur de la bataille d'Issos sur le roi de Perse Darius III. Statera, épouse de ce dernier, implore la clémence d'Alexandre pour sa famille et pour elle-même. Fervent admirateur du peintre baroque Sebastiano Ricci, Diziani reprend ses manières dans des tons plus vifs. Le parc d'Hermonville par Claude-Louis Châtelet, peint vers 1778. Sur cette vue du parc, Jean-Jacques Rousseau est, au premier plan, salué par un groupe de personnages. Le parc est aménagé à l'anglaise, jardin peuplé de divers bâtiments destinés à surprendre le promeneur par sa nature pittoresque. À droite, le temple de la philosophie. Et à l'arrière-plan, au centre, l'île des Peupliers qui abrita la tombe du philosophe jusqu'à son déplacement au Panthéon. Paysage avec berger jouant du chalumeau par Philippe-Jacques Louzerbourg, daté de 1773. Dans ce paysage, un berger joue du chalumeau, ancêtre de la clarinette. Le thème, ici des pastorales de la première moitié du siècle, est annonciateur des sujets qui seront développés par les peintres romantiques. Caprice architectural avec l'arc de Titus et la colonne Trajane par Lorenzo Bellotto, peint vers 1760. La composition relève ici du caprice architectural, genre pictural visant à créer un paysage imaginaire. La colonne Trajane, l'arc de Titus, deux vestiges insignes de la Rome antique, sont ainsi réunis. À la différence de son père Bernardo, Lorenzo utilise une palette de couleurs beaucoup plus froide. Le coup de l'étrier par Louis-Joseph Watteau, peint vers 1780. Comme son oncle Jean-Antoine, Louis-Joseph peignit surtout des scènes de genre. Ce tableau illustre une expression française en usage, dite aussi le vin de l'étrier, qui était le verre offert aux voyageurs avant son départ. Piété filiale de Cléobis et Biton, attribuée à François-Guillaume Ménageot, sujet du concours du Grand Prix de Rome de 1764. L'historien Hérodote, au 5e siècle avant Jésus-Christ, relate qu'à Argos, en Grèce, les jumeaux Cléobis et Biton s'attelèrent au char de leur mère Sidippe pour la conduire au temple où elle officiait comme prêtresse des rats. En guise de récompense, la déesse les plongea dans un sommeil éternel. L'atelier de Houdon par Louis-Léopold Boilly, peint vers 1804. L'artiste nous fait pénétrer dans l'intimité de l'atelier de l'un des plus grands sculpteurs du XVIIIe siècle, Jean-Antoine Houdon. Ce tableau traduit un triple sujet: la représentation d'un atelier d'artiste, la mise en valeur de la pratique d'un sculpteur et le portrait d'une famille. L'artiste est entouré de nombre de ses œuvres, comme le Voltaire assis et la Diane. Il est au centre de la toile, achevant le modelage du buste du mathématicien Laplace, dont le buste se trouve dans une vitrine voisine. Observons le décor du salon de l'hôtel de Serres, datant de 1795. Ce salon provient de l'hôtel de Serres, place Vendôme, et date des dernières années du XVIIIe siècle. Il est également connu sous le nom de salon Bariol, du nom du décorateur qui en fit don au musée. À défaut du mobilier d'acajou et de bois peint commandé pour la pièce et dont seul le modèle des consoles est connu, un ensemble de sièges en bois doré des années 1780, associé à des meubles d'ébénisterie plaqués de satiné, est placé dans ce salon. Près de la cheminée se trouve un fauteuil à la reine réalisé par Jean-Mathieu Lost en 1770-1780. La cheminée est particulièrement luxueuse avec ses ornements de bronze doré et patiné. Les pieds droits se composent de deux cariatides de sphinge monopodes à buste en bronze patiné ceinturées d'une large feuille d'acanthe retombante en bronze doré. Elle se termine par une griffe de lion patinée qui repose sur une base moulurée en bronze doré. Sur le manteau de la cheminée repose une pendule, œuvre du maître horloger Louis-Michel Harel et datant du début du XIXe siècle. À l'extrême fin du XVIIIe siècle, les sujets des pendules sont empruntés à la mythologie. Le choix de représenter Junon, fille de Saturne, dieu du temps, est judicieux. La pendule est encadrée par deux paires de vases de garniture. Composés de vases en tôle bleue insérés dans une monture en bronze doré en forme de trépied, ces éléments décoratifs sont surmontés d'un ananas qui semble jaillir du milieu des feuilles. La harpe bleue fut réalisée par Sébastien Renaud et François Châtelain vers 1785.
Le vernis martin bleu, vert ou noir, à l'imitation des lacs asiatiques, était fréquemment utilisé aussi bien pour décorer la caisse de manière uniforme que pour orner la table d'harmonie de bouquets, rinceaux et volutes d'une grande finesse. Les autres parties sont en bois sculpté et doré. Au plafond, un lustre à 80 lumières en bronze doré et cristal éclaire la pièce. Ce fauteuil à la reine, à dossier ovale, rassemble toutes les caractéristiques du style Louis XVI. Pied droit en fuseau cannelé, dossier en forme de médaillon. Le décor marque l'adoption du vocabulaire néoclassique. La ceinture est sculptée d'une frise d'entrelacs que surmonte une frise de bâton rompu, alternant avec des perles. Au sommet du dossier remplaçant la coquille Louis XV est sculpté un bouquet de fleurs au naturel, encadré de branches de laurier. Le bureau à cylindre est l'œuvre de l'ébéniste Jean-François Aubaine. Il représente une forme d'évolution du bureau plat vers le secrétaire. Désormais, d'un seul geste, on peut dissimuler le travail en cours en abaissant le cylindre sur la surface de travail et le sécuriser en donnant un tour de clé. Les surfaces de travail sont augmentées par l'ajout de tablettes escamotables de part et d'autre du bureau et à l'arrière du cylindre, permettant à 4 personnes de travailler ensemble. Le salon des boiseries. Ce vaste espace offre un panorama sur diverses boiseries des XVIIe et XVIIIe siècles. Ils proviennent d'un hôtel particulier de la place Vendôme, du Palais Royal, de la chapelle royale de Saint-Germain-en-Laye, ainsi que des châteaux de Marly et de Crécy. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à poursuivre votre visite du musée des arts décoratifs dans la vidéo suivante. Nous étudierons le XIXe siècle, l'art nouveau et l'art déco. Si vous l'avez manqué, une précédente vidéo vous présente l'histoire du musée et les productions du Moyen Âge et de la Renaissance.